Bienvenue à ce webinaire. On est très content de vous avoir et d'avoir plusieurs intervenantes qui vont parler du sujet comment sensibiliser les enfants aux soins de la création. Parce que c'est vrai que ça peut être assez anxiogène les situations dans lesquelles on peut se trouver avec voilà, le réchauffement climatique et de se dire bah, comment nos enfants vont faire, comment on peut les préparer au mieux. Et c'est vrai que peut-être les préparer au mieux, c'est de leur en parler sans forcément leur mettre une pression et que ce soit compréhensible selon leur âge. Alors, du coup, pendant le webinaire, vous aurez des témoignages, des ressources qu'on va vous proposer, aussi que les intervenantes vont vous proposer. Alors, on vous mettra bien sûr les liens dans le chat. Voilà. Comme première intervenante, on aura Rachel Vaughan, qui est coordinatrice du réseau scientifique évangélique. Voilà. Bonsoir Rachel. Bonsoir à tout le monde. Je vais partager mon écran et j'espère que ça marchera au premier coup. Voilà. Ouais, c'est bon. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Donc, je suis la coordinatrice du réseau des scientifiques évangéliques que nous avons créé en 2008. Et ce réseau a été créé pour permettre aux scientifiques chrétiens de se réunir pour discuter des sujets importants en sciences et foi et pour s'encourager mutuellement. Et le réseau est né du constat que au laboratoire, on ne peut pas parler de sa foi ou c'est difficile. Mais à l'église, on ne peut pas forcément parler de notre travail scientifique non plus. Les chrétiens évangéliques sont parfois, souvent, méfiants vis-à-vis de la science. Et notre but, c'est d'aider les scientifiques chrétiens à intégrer leur foi et leur recherche académique. Mais nous voulons aussi aider les églises à mieux comprendre les questions science et foi et surtout d'apporter de meilleures réponses à la jeune génération, qui nous amène à notre sujet de ce soir. Ce que je vais partager brièvement concerne plus la science en général, parce que c'est un peu mon expérience, mais vous verrez que les mêmes idées et problématiques concernent aussi le sujet de l'écologie. Mais faut-il vraiment parler de la science à l'Église? Ne faut-il pas mieux se focaliser sur le message biblique, l'Évangile, le discipulat? Après tout, les avis sont variés et parfois opposés sur ce sujet. Il faut mieux éviter le conflit. On n'est pas tous formés pour parler de la science. Mais si on regarde bien l'enseignement biblique, on voit qu'on ne peut pas échapper à la science. Au contraire, la science est une œuvre chrétienne. Alors, par cela, je ne veux pas dire que tout scientifique fait un travail chrétien, ni qu'il faut être chrétien pour être un bon scientifique. Mais l'entreprise scientifique n'est pas l'invention de l'homme, c'est une invitation de Dieu à découvrir le monde créé et à en prendre soin. Par exemple, on lit en Genèse 2, l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux, pardon, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donne donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Bon, Rachel, excuse-moi de t'interrompre. Il y a la barre d'outils en haut qui cache le titre de chaque ok. diapositive. Et comment je fais? Attends. Je peux le bouger? Je ne sais pas si je peux le bouger. Ah oui. Ah, Voilà, super. pardon. Excuse-moi. Merci. Merci. Donc, on voit ici le premier travail de taxonomiste avec ce passage. Et puis en 1 roi 5, Salomon, avec sa grande sagesse, Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Il a décrit les plantes, du cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope,
qui poussent sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. Donc, Salomon utilise la sagesse donnée par Dieu aussi pour étudier la nature, les animaux, et cette sagesse glorifie Dieu auprès des non-croyants. Donc, la science est une œuvre chrétienne et la science révèle la gloire de Dieu. En Psaume 19, le psalmiste nous dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Dieu se révèle spécifiquement dans sa parole, mais il se révèle aussi par sa création et la science nous révèle les merveilles de sa création. Et puis, dernièrement, la Bible nous dit clairement que nous sommes les intendants de la terre et la science peut nous aider à mieux comprendre cette terre et à mieux en prendre soin. Alors, évidemment, l'utilisation scientifique a aussi contribué massivement à la crise climatique, mais c'est aussi la recherche scientifique des atmosphères, des écosystèmes qui nous alerte aux enjeux environnementaux. Donc, si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas éviter les questions de la science. Et pour nos jeunes, on les fait vraiment du tort quand on l'évite, parce que nous renforçons l'attitude de la société environnante que la science ou la raison et la foi sont en opposition. Pour éviter cela, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur enseigne à l'Église que la science et la foi chrétienne ne sont pas en opposition, qu'on peut être chrétien et écolo. On a besoin de les émerveiller, qu'ils puissent bien intégrer, bien comprendre et bien faire le tri de toute l'information qu'ils reçoivent. Mais la question ce soir, c'est comment? Alors, je suis loin d'être le plus expérimenté dans ce domaine, mais on m'a demandé de partager quelques-unes de mes expériences au colo chrétienne et à l'Église. Donc, à la colo bilingue que je fais depuis quelques années, Interaction, j'avais découvert qu'il y a une mare et dans ma jeunesse, ma mère avait fait la découverte de la mare avec des groupes scolaires pendant des années. Donc, j'avais très envie de proposer cette activité. Il faut dire que normalement, à Interaction, les activités sont plutôt foot, atelier créatif, atelier cuisine. Euh, mais ce fut des moments vraiment géniaux où les enfants se sont vraiment émerveillés. Ils étaient fiers d'avoir trouvé et identifié certaines petites bêtes. Et ce garçon-là, je ne sais pas si vous voyez avec le t-shirt jaune, euh, il n'était pas vraiment comme les autres garçons de son groupe. Il n'aimait pas le foot. Mais ici, il était vraiment dans son environnement. Il savait identifier tout et c'était vraiment super. Euh, et il était vraiment mis en valeur dans ces situations. Alors, je n'ai pas fait un enseignement approfondi. C'était plus un partage de ma fascination avec ces petites bêtes, toutes créées par Dieu. Et à la même colo, quand on a fait les discussions autour de la Bible en Genèse 1, j'ai invité mon groupe à parler de tout ce qu'elles aimaient dans la nature, tout ce qui les émerveillait. À l'église, pour nos week-ends d'église, j'ai souvent fait du land art. Vous savez, c'est quand vous allez chercher les choses naturelles, les feuilles, les bois et les cailloux, et on va créer une image par terre pour représenter quelque chose. Alors ça, c'est censé être une fleuve. C'était des enfants très jeunes. Et c'était la thématique de l'église verte pour la dimanche de la création en 2023. Et avec cet âge-là, j'ai tout simplement parlé de l'eau, qui était le thème, et les encourager à admirer la nature, la création. Nous avons aussi fait des expositions artistiques dans notre église avec Marie-Salomé Le Guenec, qui est une artiste avec une formation scientifique. Ses œuvres s'inspirent de la biologie cellulaire
et elle fait des ateliers de peinture avec les adultes et les enfants. Et le but est de s'émerveiller à la création de Dieu grâce à ce que la science nous révèle, en particulier les détails microscopiques. Et sa démarche est vraiment utile pour commencer à parler de la science à l'Église. Et je vous encourage à visiter son site web. J'ai aussi essayé d'intégrer la science ou l'émerveillement de la nature dans l'enseignement biblique avec les enfants en école de dimanche, hein. Quand on a étudié Exode 19, les Israélites devant le mont Sinaï avec les 10 commandements, nous avons créé une montagne en papier mâché, puis utilisé du vinaigre et du bicarbonate de soude pour faire une éruption. Alors, je ne pense pas forcément que le mont Sinaï était un volcan actif, mais c'était pour représenter le feu et le tremblement. Et simplement essayer d'introduire les éléments un peu de la science dans tout ce que nous faisons, pour que ça soit aussi quelque chose qui les fascine et qui voit oui, les merveilles de Dieu là-dedans. Mais je suis consciente qu'il manque des ressources pour nous aider à traiter les sujets de science et d'écologie avec les enfants. Et c'est une des raisons que nous avons décidé de créer un nouveau centre, le Centre de recherche et d'enseignement à l'interface des sciences, culture et la théologie. Ce centre est l'initiative des groupes bibliques universitaires et l'Institut biblique de Nogent. Et c'est un peu la suite de leur travail de collaboration ces dernières 15 ans dans le développement des réseaux professionnels comme le réseau des scientifiques évangéliques et plus récemment le réseau climat-environnement en partenariat avec Arocha. Et grâce au réseau, nous avons produit un certain nombre de livres et enregistrements sur des sujets variés, mais ces ressources sont destinées à un public universitaire et nous aimerons élargir l'offre avec des ressources et des formations pour les responsables d'église, les responsables de jeunesse. Et nous voulons aussi centraliser et promouvoir les ressources existantes sur ces sujets. Euh, Par exemple, nous travaillons actuellement sur une traduction de ressources pour les églises. En anglais, ça s'appelle Awesome Science. C'est une ressource de Petra et peut-être elle nous parlera tout à l'heure. Et en français, ça va s'appeler, je pense, Sensationnel. Et donc, le CREST, donc ce centre, nous permettrait de rendre cette ressource visible et accessible aux églises évangéliques francophones. Et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Arocha pour les ressources sur le sujet d'écologie. Donc, si vous avez des ressources qui pourraient être euh, bien pour ce site et que vous voulez faire plus connaître, nous sommes vraiment intéressés de les faire bien connaître aux églises, pas seulement en France, mais aussi les églises francophones ailleurs aussi. Voilà. Ben, merci Rachel. Il y a une question qui dit bonjour, comment faire pour être formé en tant qu'étudiant? Alors, pour les étudiants, donc sur les sites des GBU, il y a différentes activités, différentes formations proposées et nous allons préparer d'autres ressources aussi. Mais les GBU, ils ont pas mal de ressources. Donc, pour moi, la première place serait le site des GBU, mais aussi, il y a le site Amis des GBU. Je peux les mettre dans le chat plus tard. Et sur le site des Amis, il y a plein d'enregistrements de toutes les journées des réseaux professionnels qui traitent beaucoup de sujets. Un peu, on peut dire, les sujets apologétiques, toutes les questions de science, sciences humaines et aussi les questions d'éducation, santé. Voilà. D'accord. Est-ce que quelques personnes ont des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro ou les poser sur le chat, si jamais. En tout cas,
Merci Rachel, parce que je trouvais que c'était super intéressant. Même pour moi, j'ai pensé à plusieurs personnes à qui je pourrais communiquer ça. Et c'est vrai de concilier bah, la science et l'écologie, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. La science et notre foi, bah, c'est super important et je trouve que c'est important que des personnes puissent faire ce travail. Alors, merci pour ton intervention. Merci. Alors, après Rachel, du coup, on a Petra Crofton. Ben, justement, Rachel en a parlé pendant son intervention, qui est auteure de différentes ressources de sensibilisation pour les enfants. Voilà, on en propose notamment sur nos sites. Alors, bah, bonsoir, bonsoir Petra. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Je vais partager mon écran aussi. Un moment, s'il vous plaît. Hmm, euh, hmm, juste trouver. Hmm, je suis En bas désolée. à droite, en bas à droite, il y a une Ah icône oui, pour mettre son diaporama. ah oui. Merci beaucoup. Je suis hollandaise et j'ai vécu en France pendant 2 ans, mais ça fait 20 ans. Excusez mon français. J'habite en Angleterre avec ma famille. Mon mari est le pasteur et nous sommes membres de l'Église anglicane. Et on a 3 enfants qui sont ados maintenant. Euh, je suis biologiste et philosophe et depuis 15 ans, je me suis occupée avec l'école dimanche pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 11 ou 12 ans. Et c'était pas facile parce que euh, c'était difficile avec les garçons qui voulaient toujours euh, faire des jeux un peu dynamiques. Et souvent, les filles ne voulaient pas faire ça. Et comme ça, j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh, inclure tout le monde et aussi combiner euh, peut-être aller d'ailleurs et être à l'intérieur. Et comme ça, on a commencé un programme Explorer la création. Euh, j'ai écrit un programme avec des chasses de trésors, euh, avec des thèmes de nature, par exemple les arbres, les insectes, les oiseaux, et prendre soin de la création. Et on a aussi fait des euh, euh, histoires bibliques, des prières et des ateliers bricolage. Et maintenant, ça existe dans 4 langues et c'est disponible sur le site d'Arocha France. C'est gratuit. Et je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, les 6 ateliers ou séances, la vie dans le noir, la vie dans le ciel, etc. C'est sur le premier chapitre de la Genèse. On lit toujours quelques versets de la Genèse 1 et après on va faire des chasses de trésors et des activités sur le thème. Euh, le programme chez nous dure à peu près euh, 1 heure et demie, mais c'est aussi possible de faire seulement 45 minutes ou dans un club de vacances, peut-être prendre deux, euh, 2 heures pour un matin. Et après un jeu et une introduction, on va dehors et après on a l'histoire biblique, un peu de bricolage, des quiz, des jeux et des questions.
Et très important, comme Rachel a dit aussi, on aime bien découvrir avec la tête, le cœur, les mains et les pieds. Euh, on aime aussi la mer. C'est toujours fantastique de trouver des grenouilles, des petites bêtes. Mais aussi, on rencontre Dieu dans la nature et aussi dans l'histoire biblique et la prière. Euh, c'est toujours ensemble, c'est toujours éducatif, c'est toujours détendu et créatif et pour toute la famille. Ici, dans notre église ici, on n'avait pas du tout des enfants au début de notre euh, poste ici et avec le commencement d'exploration de la création, on a attiré des familles qui ne sont pas du tout membres de l'Église, mais qui viennent avec leurs enfants parce qu'ils pensent c'est joli de faire quelque chose ensemble dans le dimanche matin. Et comme ça, ils sont devenus intéressés par l'Église. C'est très positif. Euh, on aime sortir en toute saison. Ici en Angleterre, il pleut tout le temps. Mais pendant 6 ans, on a seulement raté une fois d'aller dehors. Normalement, on prend des parapluies et on fait euh, notre séjour dans la nature, au parc, malgré le temps. Euh, mais dans le programme, vous pouvez trouver que pas mal de choses au trésor peuvent aussi se faire à l'intérieur. Depuis février, on a aussi traduit notre kit voyage vert à travers de la Bible. C'est parce que les familles qui sont venues dans notre programme ne connaissaient pas du tout les histoires dans la Bible, même pas l'histoire de Pâques. Ils pensaient, par exemple, la fête de Pâques, c'est une fête de chocolat ou de lapin. Et comme ça, je pensais, c'est peut-être une bonne idée d'écrire un programme avec 12 ateliers ou séances pour voyager à partir de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible et comme ça expliquer et explorer toutes les histoires ou 12 histoires. Vous pouvez le voir ici. Et comme ça, les enfants peuvent faire connaissance avec Dieu, Créateur. Parce que pendant toute séance, on fait toujours des chasse au trésor avec un peu de découverte de la nature. On a une séance sur la création, la chute, Noé, Moïse, les prophètes, Noël, la sagesse de Dieu, Pâques, Pentecôte, suivre Dieu comme un disciple et aussi la nouvelle terre. Et pas mal de familles sont devenues membres de notre église et ont, par exemple, pris des cours d'alpha ou euh, Youth Alpha, c'est Alpha pour la jeunesse. Et vous pouvez trouver cette kit aussi dans le site d'Arocha France, c'est gratuit. Et peut-être ça peut vous aider aussi si vous voulez attirer les familles ou les enfants qui n'ont pas beaucoup euh, de comment dire, qui connaissent pas la Bible. Et parce que pas mal de jeunes sont maintenant un peu plus âgés, on a formé un groupe pour les jeunes de 10 à 15 ans et on fait pas mal d'activités pareilles, mais c'est le soir normalement avec beaucoup d'activités avec le bois, le feu, construire les choses avec le bois et on partage aussi des questions et euh, on fait une petite étude biblique chaque fois et on prie et on mange ensemble. Et maintenant, on a un cours d'alpha avec 14 enfants qui sont qui ont commencé à explorer la création, mais maintenant qui euh, prennent la foi plus sérieuse. Et souvent, les parents et les enfants me demandent comment euh,
comment parler avec les enfants du changement climatique et de la protection de la création. Et parce que beaucoup de gens ont peur, bien sûr. Et pour moi, c'est important de montrer que la Bible est un livre de l'espoir, mais on a aussi la responsabilité de vivre avec d'action pour la nature, pour honorer notre Créateur. Et j'ai écrit un livre, Les aventures de Nina et son journal écolo. Et c'est un peu euh, sur ça. C'est une aventure des enfants qui ont 12 ans, euh, mais en même temps, ils, ils découvrent pas mal de choses sur la crise climatique, les problèmes de plastique, la pollution en général, la biodiversité, mais aussi beaucoup de choses intéressantes, comme Rachel a dit, sur les chauves-souris, tout ça. Et j'espère que ce livre, maintenant en français aussi, peut aider les enfants et les parents un peu pour euh, savoir que Dieu, il est là et il est Dieu d'espoir, mais en même temps, on a une responsabilité pour prendre soin de la création. Excusez-moi pour mon français. Ça fait longtemps quand j'ai parlé français, mais j'espère que c'est clair et bien sûr, il y a des choses sur les pages d'Internet d'Aroche France en français, traduit par la sœur de Claire Mouot. Et ça, c'est parfait. Le français est parfait. Merci. Euh, Merci Petra. C'est vrai, comme tu l'as dit, bah, c'est disponible sur le site d'Arocha. J'ai mis des liens pour les kits dans le chat si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, merci pour ton intervention et toutes les ressources que tu nous as proposées. On a aussi sur nos stands depuis récemment, du coup, le livre de Petra. Alors, si jamais vous passez sur un stand Arocha ou vous faites un stand Arocha, ben, voilà, de plus en plus, il y aura ce livre. Voilà, bah merci beaucoup encore à Petra pour son intervention et pour l'effort d'avoir parlé en français pendant 10 minutes. C'était très compréhensible. Alors, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Ah, il y a Adolphe qui dit votre français est parfait. Du coup, Petra, du coup, ne t'inquiète pas. Voilà. Après, c'était quand même très clair. Alors, merci. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez toujours les poser et on verra à la fin si on aura plus de temps. Alors n'hésitez pas à poser des questions même si ça vous vient après. Alors du coup maintenant on va passer à l'intervention de Patricia et Mylène qui sont toutes les deux membres de la commission environnement du mouvement des Flambeaux. Alors on est très content de les avoir ce soir. Bonsoir Patricia et Mylène. Euh, Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Alors, attendez, tac. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, déjà, nous voulons remercier à Rocha de nous avoir invités à intervenir pour ce webinaire. Et donc, nous allons vous parler enfin, comment parler de la création aux enfants, puisque ça fait un peu partie, je dis pas de nos corps de métier, mais de ce que nous faisons au sein du mouvement des Flambeaux. Donc, Mylène va nous présenter donc la table, enfin, un peu ce que nous allons vous présenter ce soir. Exactement. Alors ce soir, d'abord, on va se présenter quand même pour savoir à qui vous avez affaire. Ensuite, on va vous présenter aussi des supports auxquels on a pensé pour faire découvrir l'écologie aux enfants. Ensuite, en petit 3, on va voir les activités qu'on peut vous proposer aussi, des choses auxquelles on a réfléchi à faire avec les enfants, des activités manuelles ou des activités physiques en extérieur. Et enfin, relier tout ça un peu avec nos expériences qu'on a eues au flambeau. Donc, je peux repasser la parole à Patricia pour se présenter. Qui es-tu?
Alors, ah, ah non, c'est bon, excusez-moi, voilà. Donc, je m'appelle Patricia Mondovestine et donc je suis la pilote de la commission environnement, donc au sein du mouvement des flambeaux, que je vous expliquerai un peu plus tard enfin, qu'est-ce qu'est le mouvement des flambeaux de manière très brève. Et donc, mon corps de métier, c'est que je suis actuellement Oups, pardon, excusez-moi. Je suis actuellement en recherche d'emploi en tant que chargé de mission RSE, c'est-à-dire la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est-à-dire mettre en place tout ce qui est certification, faire le bilan carbone d'une entreprise. Ensuite, Mylène. Donc, Mylène de Cremont. Je suis aussi membre de la commission environnement et je suis en deuxième année de BTS GPN. Donc, le BTS GPN, c'est un BTS où on apprend à la fois des modes de gestion de la nature et aussi à devenir des animateurs nature. Euh, je pense qu'on Ok. peut aussi présenter le mouvement. Oui. Alors, en fait, pour vous résumer un peu plus, qu'est-ce que le Mouvement des Flambeaux? Donc, c'est un mouvement qui a été créé en 1963 par Claude et Claudie Harel. Donc, c'est une association de jeunesse qui est vraiment au service des églises protestantes évangéliques. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un groupe flambeau qui se forme, c'est par rapport à une église. Et donc, nous avons cette pédagogie scout. Donc, nous avons une chemise et un foulard. Et aussi, notre cœur, enfin, ce qui est au cœur des moments des flambeaux, c'est surtout bah, euh, tout ce qui est chrétien, puisque vraiment, partager l'évangile est vraiment ce qui est important pour nous. Donc, pour vous dire un peu grosso modo, c'est que nous sommes à peu près 35 groupes actifs. Là, nous avons atteint 1000 jeunes actifs. Il y a en moyenne 60 églises affiliées et environ 350 chefs et adultes. Et cet été, nous avons 13 camps. Et en fait, notre rôle en tant que commission environnement, c'est vraiment de privilégier la vie de la nature et sensibiliser à ces enjeux. En fait, nous sommes une bébé commission, nous venons tout juste d'être créés. Et pourquoi nous avons été créés? Puisqu'en fait, le président du Mouvement des Flambeaux avait cette vision à ce qu'on puisse sensibiliser les jeunes, mais aussi les chefs, à tout ce qui est la nature, en fait, puisque ça fait quand même, c'est quand même une problématique assez importante au sein de notre société. Et donc, et vu que les jeunes se posent pas mal de questions par rapport à ça, donc la commission environnement est née par rapport à notre rallye national, donc un camp vraiment national avec tous nos groupes. Et donc, c'est là où où ils ont commencé à mettre en place certaines choses et nous avons pris la suite. Et donc, là, le but, c'est également de faire des canevas entre la Bible et la création. Donc, c'est ce qu'on est en ce moment en train de faire. Et aussi de sensibiliser les enjeux environnementaux, notamment à partager des choses très simples puisque c'est vrai que pour nous, c'est assez, je dirais pas complexe, mais il faut vraiment, vu que les gens sont très entourés de tout ce qui est écologie et des fois ils ont un peu de mal, donc on essaye de pas trop les bombarder trop d'informations, mais de faire vraiment des choses assez simples, des petites actions à mettre en place. Et en fait, notre grande travaux que nous avons effectués, c'était une charte environnementale qui est adressé à chaque tranche d'âge que je vous expliquerai un peu plus tard. Et en fait, dans cette charte, nous essayons à ce que les enfants puissent mettre en pratique un peu sans les contraindre, puisque le but, c'est pas non plus de les interdire, mais au contraire de leur faire aimer l'environnement. Ensuite, donc là, on nous a présenté un peu comment faire découvrir l'écologie aux enfants, mais de manière simple. Et donc, ce que nous allons vous présenter, c'est un peu ce que nous avons présenté aux chefs enfin, aux animateurs afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur groupe. Hop, donc, je laisse la parole à Mylène. Alors, on a pensé à des dessins animés, des mangas. C'est vrai que la génération est beaucoup plongée dans ce monde numérique. Donc voilà, on peut retrouver Wall-E, Pogno sur la falaise, Happy Feet, Nausicaa et d'autres. Alors, les thématiques abordées, elles sont pas forcément, on les reconnaît pas forcément du premier abord quand on les regarde, mais avec un peu de recul, on peut comprendre un peu les problématiques. Donc, je sais pas si je peux détailler Wall-E, une terre complètement apocalyptique où il n'y a plus une seule forme de vie à part des robots et que des déchets. Et tout d'un coup, le robot qui trouve
une plante de la vie qui vraiment se rend compte de la signification que ça a sur cette terre dévastée. Ça peut amener à se poser des questions. Voilà, je ne vais pas tout détailler, tous les films, mais il y en a aussi des quand même assez vieux. Euh, on a Nausicaa de la vallée du vent. Alors parfois, ça peut un peu choquer les images que ça peut être, mais il y a ce questionnement du développement durable dans ce film. Et peut-être en parler avec des enfants, peut-être qu'ils les connaissent et peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte des thématiques écologiques qui étaient portées par ces films. Euh, voilà, je pense qu'on peut passer aussi à la slide suivante. Donc des documentaires aussi vidéo. Alors, c'est des petits documentaires qui durent vraiment pas longtemps et qu'on peut présenter à tous les âges, un peu à partir de 8 ans, peut-être les collégiens aussi et les lycéens. C'est des vidéos qu'on peut présenter aussi peut-être dans le cadre de moments un peu plus didactiques, un peu plus posés en intérieur et de pouvoir peut-être après faire des débats. Donc, on a la fameuse série Un jour, une question qui aborde la question de la biodiversité. 2 minutes pour comprendre le développement durable aussi, qui est quand même une notion un peu complexe, mais voilà, qui est bien résumée ici. Et il était une fois qui explique aussi l'histoire de la Terre et c'est aussi une grande série que vous connaissez déjà peut-être. Et enfin, donc on a vu les films, euh, oui, et les documentaires. On a aussi des livres. Bon, alors là, c'est une sélection vraiment non exhaustive de ce qu'on a pu voir dans notre expérience personnelle. Je notais, oui, 123 choses urgentes à connaître sur le climat. C'est aussi toutes les thématiques du climat qui sont résumées par des courts paragraphes assez brefs, mais qui englobent vraiment toutes les problématiques. Et on a des revues aussi. Je pense que les enfants, si on les emmène dans un cadre où ils peuvent piocher dans des revues comme ça qui expliquent des problématiques naturalistes, ils peuvent aussi se poser des questions et amener à comprendre l'écologie de manière un peu plus douce, notamment avec les revues La Salamandre qui sont vraiment top et qui apportent ces notions avec beaucoup de positif. Et pour les plus petits, j'ai mis le Kids Doc de la nature avec vraiment des pages interactives pour les tout petits encore. Et pareil, on peut leur raconter, on peut les lire avec eux, avec les enfants, ou bien juste leur laisser à disposition. Voilà. Hum, La slide suivante. Ouais. Ok. Tac. Slide suivante. Donc, les activités à faire avec les enfants. Donc, la précédente intervenante nous a un peu présenté certaines activités. Donc, nous, on a préféré les classifier par des activités manuelles, mais on les a classifiées notamment par cycle scolaire, puisque c'est vrai que de participants, on ne sait pas trop si vous étiez des parents, grands-parents, enseignants ou autres. Donc, c'est beaucoup plus simple à nous de vous présenter. Donc, comme activité manuelle avec des primaires, donc on vous propose notamment de faire des peintures sur des matériaux recyclés, faire des animaux en bouteilles recyclées, fabrication d'instruments de musique aussi. J'ai oublié de l'écrire, mais aussi ce que j'ai effectué avec des écoles primaires, c'est la construction de pièges à frelons, puisque comme vous le savez, il y a enfin, on a infesté de frelons asiatiques qui malheureusement tuent nos abeilles. Et donc, c'est vraiment une très bonne expérience avec ces classes de CE2. Ils ont bien aimé. Donc, je pense que je le rajouterai dans le slide. Ensuite, pour les collégiens, vu qu'ils sont un peu plus débrouillards, on a proposé des activités un peu bricolage aussi. Donc, fabriquer du mobilier en palette, des objets de décoration ou éventuellement recycler des jeans et faire des sacs. Et pour les garçons qui n'aimeraient pas faire des sacs, des trousses éventuellement. Et pour les lycéens un peu plus poussés, créer des bijoux, notamment fabriquer des objets de décoration. Donc, les activités manuelles que nous vous présentons, pardon, on le fait dans le cadre au sein des flambeaux, mais aussi c'est des activités manuelles que vous pouvez faire de manière générale. Ensuite, en termes d'activité physique, donc c'est plutôt de manière très simple, donc faire un potager, une chasse au trésor nature, comme l'a présenté notre intervenante avant moi. Ensuite, faire du jardinage, participer à des chantiers aussi, faire du plugging.
C'est un nouvelle activité qui consiste à faire un jogging, donc faire du sport, tout en ramassant les déchets, une balade en forêt, participer aux journées des clean-up et bien sûr aller au séjour des comètes. Bien sûr, enfin, le fait de dire ça, c'est un peu de la publicité, mais bon, c'est une collaboration non rémunérée, non commerciale. Et enfin, notre expérience au flambeau. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, c'est un mouvement de scoutisme, donc il y a les 5 relations du scoutisme, relation à soi, relation au corps, relation aux autres, relation à la foi et relation à l'environnement. Et donc c'est cette dernière chose qui va nous intéresser puisque nous insistons aussi auprès des jeunes d'avoir cette relation à l'environnement. Et comme le disait aussi Baden-Powell, donc chaque scout, enfin, je vois pas très bien ma citation parce qu'il y a des barres. En fait, pour résumer, c'est qu'il disait que lorsqu'un scout s'installe quelque part, il fallait qu'il reparte sans rien laisser. C'est-à-dire que le propriétaire enfin, c'est comme s'il y avait personne qui s'était installé. Et ça, c'est vraiment une chose primordiale qu'on essaie de faire, de l'inculquer aux jeunes. Et aussi, dans ce que nous faisons, donc par rapport à notre mouvement de scoutisme, donc nous sommes classifiés par plusieurs tranches d'âge. Donc il y a les Lumignons, Luciole, donc qui est un peu la classe CP, CE1. Ensuite les petits flambeaux, petits flammes, CE2 et CM2, donc qui sont divisés en sixième. Après, vous avez la classe collège, donc flambeau, clair, flamme, et pionnier, pionnière, qui est la classe lycéenne. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec la commission, c'est un peu de leur, comme je vous l'ai expliqué, de sensibiliser à l'environnement. Avec les petits flambeaux, ce qui est bien, c'est qu'il y a un imaginaire qui a été fait, donc les animaux du Bokatsu. Chez les autres, chez nos confrères, c'est le livre de la jungle. Et avec les animaux du Bokatsu, nous avons Blaireau qui est le personnage qui est vraiment centré sur la relation à l'environnement. Donc, ce sera tout ce qui est reconnaître les arbres, euh, se balader en forêt, faire quelques activités manuelles en lien avec l'environnement. Pour les un peu plus grands, ce sera vraiment un poste d'action, c'est-à-dire que la patrouille est composée de patrouilleurs et chaque patrouilleur a son poste d'action et il choisira, par exemple, d'être le poste d'action écolo, donc mettre en place des actions écologiques. Et ensuite, pour les pionniers, c'est la même chose. C'est une patrouille qui est composée de 5 à 8 patrouillards et qui occupera la poste d'action de sentinelle, donc qui sensibilisera notamment à faire le tri et à mettre en place certaines activités. Donc là, actuellement, nous sommes en train d'un peu d'impulser euh, de- par rapport à ces postes d'action, mais aussi par rapport aux jeunes, de les sensibiliser par rapport à ça, notamment d'inclure, je parle notamment de la tranche d'âge des pionniers pionnières, donc avec le poste d'action Sentinelle, à sensibiliser les autres jeunes, de pouvoir parler de l'environnement. Donc c'est en quelque sorte nos ambassadeurs. Est-ce que, Mylène, tu aurais quelque chose à partager comme expérience au flambeau par rapport à ce que des activités, le développement durable que tu aurais pu faire? Oui, alors c'est vrai que dans certains groupes flambeaux, il y a cette volonté dans le projet pédagogique d'instaurer une sensibilisation des jeunes au développement durable ou aux actions écologiques que les enfants peuvent mener d'eux-mêmes. Et donc, dans mon mouvement, j'ai pu réaliser, moi, dans mon groupe, une action, un jeu, un grand jeu de manière ludique sur le développement durable, d'aborder chaque phase, donc l'économie, le social et l'écologie, euh, en des phases de jeu différentes, pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui lie ces trois phases-là. Et c'est vraiment, je trouve, le jeu, les grands jeux de manière ouais, ludique, d'être dehors en extérieur et de se dépenser avec ce thème-là, une manière de sensibiliser. Parfois, certains jeunes ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de parler vraiment de l'écologie. On l'a vu tout à l'heure, il y en a qui sont plus à l'aise pour faire le foot, alors que d'autres sont un peu plus dans la contemplation de la nature. Alors, pouvoir essayer de concilier les deux, c'est assez bien. J'ai aussi des retours sur un jeu qui a été fait avec la thématique des déchets, qui devait s'incruster dans un imaginaire spatial de découverte des planètes. Et
c'est vrai que même avec des imaginaires et des cadres, on peut essayer d'aborder des thématiques écologiques. Donc là, c'était une planète complètement polluée, qu'il fallait ramasser des déchets là-bas et les jeunes devaient ramasser ces déchets qui n'étaient pas des vrais déchets sur leur terrain. Ils avaient des manières spéciales de les ramasser, ils devaient intervenir, devoir les recycler et pouvoir discuter aussi avec les derniers survivants de l'île qui étaient des écolos. Et donc, c'était des phases où on peut expliquer de manière un peu plus didactique des actions à mener. Et oui, bah, en tant que chef dans le mouvement des flambeaux, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir créer des grandes activités comme ça sur le thème de l'écologie. Et je pense que c'est un des moyens de transmission de bonnes actions à faire. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions peut-être plus en détail sur des jeux que j'aurais menés. Je peux toujours partager les fiches de jeu peut-être. Voilà. Je vais te laisser la parole, Et Patricia. merci. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on arrive un peu à notre fin de présentation. Comme vous avez pu le voir, on a essayé de parler de ce que nous faisons au Flambeau, mais aussi de manière générale. Après, peut-être il y a certaines choses que vous connaissez déjà, peut-être avant, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais c'est bien de les redire, notamment par rapport aux enfants, puisque c'est quand même quelque chose. Enfin, faut surtout utiliser des choses simples avec eux. Ensuite, c'est vrai que Petra m'a un peu avancé dans ma conclusion. Ce que je voulais dire, c'est que vu qu'on vit un peu dans une atmosphère assez anxiogène, avec les guerres, l'inflation et aussi cette crise écologique, c'est vrai que pour les enfants, il faut vraiment euh, leur parler enfin, par rapport à la crise écologique qui est là, il faut vraiment leur montrer tout ce qui est positif. Faut pas non plus, je dis pas qu'il faut pas mettre de côté la crise écologique, mais vraiment montrer des choses très positives par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à la création. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'ils vont commencer à s'y intéresser. Après, bon, si certains auront la curiosité, d'autres non, mais après, si on arrive à toucher certaines personnes, ce serait déjà assez formidable. Donc, c'est surtout ça que je voulais dire pour la phrase de conclusion, c'est rester positif et donc montrer tout ce qui est aux alentours, tout ce qui est balade en forêt. Je pense que c'est des choses simples. C'est vrai qu'on veut se compliquer la vie, mais en fait, il faut faire des choses basiques avec les enfants. Les adultes, c'est un peu plus compliqué. C'est notre époque. Merci pour votre intervention. C'était super intéressant. En plus, je connaissais pas tant le mouvement des flambeaux, alors voir aussi qu'il y avait cette commission et aussi le fait que ce soit, je trouve, rangé par tranche d'âge, ça permet de rendre les choses plus claires et qu'on peut peut-être les réutiliser aussi pour l'école du dimanche ou voilà les groupes de jeunes. Alors bah merci pour votre intervention. Euh, alors les prochaines intervenantes, c'est Claire Mouot et Charlotte Léon qui travaillent toutes les deux au pôle des courmettes. Je vais les laisser les présenter. Alors bonjour à tous. Je me présente. Moi c'est Claire. Je travaille donc au domaine des courmettes depuis quelque temps. Je m'occupe essentiellement aux courmettes de l'accueil et des séjours, de pas mal de choses d'autres choses aussi. Et puis je m'occupe aussi entre autres du jardin pédagogique qu'on a développé depuis 2 ans maintenant. Alors, je vais rapidement vous présenter les courmettes pour ceux qui connaissent pas. Je pense qu'il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui sont déjà venus, mais peut-être que d'autres ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes ce qui s'y passe. Et puis ensuite, je laisserai la parole à ma collègue Charlotte, euh, qui vous présentera elle, ce qu'elle a mis en place avec les enfants. Et je reprendrai la parole ensuite pour vous parler de ce que je fais moi au niveau du jardin. Voilà. Alors, rapidement, donc les courmettes, vous voyez là cette belle image que Charlotte a partagée. Qu'est-ce que c'est? Donc, d'abord, c'est le siège social d'Arocha France. C'est un très grand domaine naturel dans l'arrière-pays niçois. Ça fait 600 hectares de pleine nature. Et puis, il y a donc des bâtiments que vous apercevez là, qui sont en fait un ancien sanatorium
Euh, et il y a donc c'est aussi une propriété privée, mais qui est ouverte au public tous les jours de l'année, 365 jours par an. On accueille des visiteurs et des randonneurs qui viennent voilà, se balader sur ces 600 hectares de pleine nature. Donc c'est Arocha qui a la gestion du lieu depuis 2008. Et il s'y passe donc pas mal de choses. Il y a toute une série de suivis scientifiques sur différentes espèces, que ce soit faune et flore. On fait des activités de sensibilisation du grand public, donc notamment des sorties nature. On organise des séjours à thème, toujours autour des questions de foi et d'écologie. Et puis on a aussi des activités, quelques activités événementielles sur le lieu pour nous permettre d'entretenir tout ça. Voilà, alors les activités à destination des enfants, évidemment, ça fait pleinement partie de la mission d'Arocha aussi, mais pour l'instant, ça reste, je dirais, assez, enfin, en tout cas, ce public, les enfants restent assez minoritaires. En fait, on n'a pas encore développé beaucoup ça, mais on y travaille. Euh, je parlerai un petit peu plus tard des contraintes ou des freins qu'on a aussi, notamment avec l'accueil d'école, mais on travaille à ça. Donc actuellement, les activités à destination des enfants, c'est essentiellement, alors on a un camp chaque été depuis 6 ou 7 ans qu'on organise en partenariat avec la Ligue pour la lecture de la Bible, où là on accueille des enfants et des ados. Et puis dans l'année scolaire, eh bien, on accueille des classes ponctuellement à la journée pour plusieurs activités. Voilà, donc je vais peut-être laisser maintenant la parole à Charlotte qui va vous présenter des outils qu'elle a pu mettre en place et commencer à bien utiliser. Et puis je reprends la parole un petit peu après pour vous parler de ce que je fais moi avec les enfants au jardin. Voilà, donc je te laisse Charlotte. Super. Merci beaucoup, Claire. Donc moi, c'est Charlotte, du coup, je suis la responsable du pôle nature au domaine des gourmettes. C'est-à-dire que je coordonne tout le travail de conservation qui est fait sur le site et à la fois une partie du travail d'éducation à l'environnement aux côtés de Claire. Donc, c'est-à-dire organiser des sorties nature. Donc, on a des sorties nature avec des thématiques différentes. Pour moi, ça va être du coup sous format en fait de balade entre 1 heure et 2h30 en fonction voilà, du public. Donc ça va être sur des sujets divers, un peu général comme juste découverte de la nature ou plus spécifique sur des groupes d'espèces comme les libellules ou les papillons. L'idée un peu au cours-maître, c'est vraiment de susciter en fait l'émerveillement chez les enfants. On essaie d'adopter une approche sensible et pédagogique et vraiment adaptative pour pouvoir vraiment cerner en fait tout public que ce soit enfants et adultes, mais là en particulier les enfants, pour que les gens puissent vraiment apprendre au travers du jeu, de l'expérience et voilà, développer une connexion en fait avec la nature. Donc ici, c'est en fait un exercice que je fais notamment pendant soit les sorties avec les oiseaux, soit les sorties nocturnes. Donc voilà, toujours avec cette idée d'approche sensible avec l'écoute du milieu. Donc, soit au travers de quiz sonores, donc l'idée c'est voilà, d'avoir un support, de faire passer des audios et de faire deviner en fait le groupe, les enfants. Et c'est toujours intéressant parce que on n'a pas, il y a certains animaux qui peuvent nous surprendre, on va dire, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, ou qu'on a l'habitude mais qu'on ne sait pas exactement qui ils sont. Donc ça peut aussi marcher pour les amphibiens, on ne le fait pas encore. Et puis après, il y a le système de carte sonore qui permet en fait voilà, à l'enfant qui est au centre de la carte et il va déterminer tous les bruits qui l'entourent, donc que ce soit des bruits naturels ou non. Ça permet aussi de sensibiliser à tout ce qui est bruit non naturel. Donc on a pas mal de passages d'avion par exemple, au-dessus des courmettes. Donc voilà, de savoir la distance, l'orientation, et c'est vraiment adapté à tous les âges parce qu'ils ne sont pas forcément obligés d'identifier l'espèce en fait ou le bruit c'est juste voilà se dire d'où ça vient et d'être un peu plus présent en fait dans leur milieu. Cet exercice peut aussi se faire juste en temps d'écoute, en silence, pour vraiment un peu voilà mettre l'accent sur le côté contemplation euh, plus que identification de quoi que ce soit. Et ça marche très bien aussi pour les adultes. Avec l'idée de l'approche pédagogique, on essaye en fait d'accompagner aussi les enfants lors de leur expérience.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas toujours de guider en fait le groupe d'enfants vers une thématique spécifique, mais aussi de le laisser découvrir son environnement. Donc là, j'utilise notamment des cartes en fait que vous voyez à droite. Donc en fait, c'est une espèce de chasse au trésor, sauf qu'au Courmette, donc on est sur un site qu'on essaye de gérer comme une réserve, donc il ne faut pas cueillir les objets. Donc c'est une chasse au trésor, voilà, un peu virtuelle dans le sens qu'ils ont leurs petites cartes, ils vont chercher ce qu'ils ont lors de leur balade, et ça permet d'attirer le regard sur des choses en particulier. Et du coup, à ce moment-là, on peut apporter un contenu éducatif en fait sur les objets ou sur voilà, les plantes qu'ils trouvent autour d'eux pour en fait les rendre un peu acteurs de leur découverte du milieu et pas juste qu'ils soient là à recevoir en fait l'information. Donc ça peut aussi se développer sous des formes autres. On peut leur demander par exemple de trouver le fruit d'une espèce spécifique, ou on peut aussi leur trouver des choses, leur demander de trouver des choses par exemple qui sont douces ou drues, piquantes. Enfin voilà, ça permet un petit peu de réapprendre à regarder l'environnement d'une manière différente. Un autre exercice qui est plutôt sympa aussi à faire, c'est tout ce qui est croquis, le dessin. Donc ça peut être soit à partir d'un exemple en fait devant eux. Donc par exemple pour les sorties papillons, on va capturer un papillon, on va leur mettre dans un bocal et ils vont pouvoir voilà, le redessiner. Ou ça peut être à partir de l'imaginaire ou dans le sens du préconçu. Donc je le fais par exemple pour les mares. C'est qu'est-ce qu'une mare? Ils vont dessiner ce qu'ils pensent que c'est. Et puis après, ils vont être du coup confrontés à la réalité. Et ça permet de faire un petit exercice entre euh, la réalité et ce qu'on peut penser. Ensuite, on a pas mal de jeux qui sont autour de la reconnaissance, de l'association, de l'identification. Ça permet aussi pour nous, au domaine, de faire un lien avec le travail de suivi de conservation qu'on fait sur place. Donc ça permet un petit peu de faire une espèce de formation de mini-scientifique où ils vont, voilà, du coup, apprendre un petit peu à reconnaître quelles sont les traces des animaux. Donc là, en bas à gauche, en haut, on a du coup les déjections. À droite, c'est en fait un jeu qui permet c'est des petites cartes, c'est pour remettre dans l'ordre en fait le cycle de vie du papillon. Et puis à droite, ça va être, du coup, en bas à droite, ça va être l'identification en fait des espèces, qui met aussi en lien avec tout ce qui est sciences participatives. Donc notamment quand on travaille avec des écoles, ça peut être intéressant pour certains enseignants en fait de le mettre en place s'ils le souhaitent, ou même juste pour les enfants de le faire chez eux en famille. Voilà, ça permet de faire un petit lien avec le côté scientifique. Et puis pour certains, ils se découvrent une passion à attraper les papillons avec les filets. Donc on ne sait jamais, peut-être on les retrouvera plus tard. Et aussi, ce qu'on utilise pas mal, c'est donc on a une collection, si vous voulez, des échantillons, en fait, donc soit des crânes, donc là c'est le sanglier, on a des bois de cerf, des plumes, des papillons aussi, qui permettent déjà, en fait, dans toute saison, de pouvoir utiliser ces supports. Et puis c'est toujours plus parlant en fait de pouvoir toucher, de pouvoir voir de plus près et d'aborder certaines thématiques comme les adaptations pour la nourriture ou des choses comme ça. Et ça leur fait vraiment quelque chose de palpable, en fait, qu'ils peuvent reconnaître tout de suite. Et puis, c'est des objets qu'ils peuvent aussi retrouver eux-mêmes en balade plus tard et dont ils sauront après la provenance et d'autres choses. Un outil qu'on utilise pas mal, c'est les cahiers techniques du CPN, donc connaître et protéger la nature. Donc, ils ont des cahiers vraiment sur plein de thématiques différentes. Donc, soit ça va être des espèces, soit ça va être la mare, des écosystèmes, enfin voilà, des choses assez générales. Et c'est assez intéressant à utiliser parce que voilà, il y a plein d'outils, d'idées aussi de sortie et c'est vraiment adapté à tous les âges en fait. Euh, et donc, ça permet d'avoir un support un peu pour des idées. Donc, voilà pour ma partie. Je repasse du coup le flambeau à Claire. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. Voilà, donc vous avez compris, Charlotte, elle fait plus, elle emmène beaucoup les enfants sur les chemins des Courmettes, voir tout ce qu'il y a à voir. Et alors moi, ça se passe plus, donc on reste plus près des bâtiments, donc dans ce jardin que vous apercevez, qui est pas très très grand, hein, qui est une petite parcelle, enfin qu'on a un petit peu agrandi
l'an dernier pour nous permettre justement d'accueillir plus de classes, plus d'ateliers, faire des choses différentes. Mais voilà, ça reste une petite parcelle assez modeste, mais où il y a beaucoup de choses différentes dedans qui nous permettent de varier les activités. Alors, pour ma part, ma présentation, c'était plutôt ce que j'ai préparé, c'est plutôt des points pratiques un peu à avoir en tête quand on s'adresse à des enfants qui sont quand même un public assez spécifique. Voilà, ces points, j'ai préparé ça plutôt peut-être pour ceux qui envisagent de mettre en place ce type d'activité pour avoir un petit peu en tête les différents éléments auxquels il faut penser pour que ça marche. Et ça, c'est un peu basé sur mes 2 années d'expérience dans le jardin des Courmettes et aussi sur mon expérience de professeur des écoles avant d'être salarié à Arocha. Parce que donc l'idée, c'est un petit peu d'avoir en tête les éléments à prendre en compte pour les enfants, parce que selon moi, c'est souvent un public qui est finalement parfois plus exigeant qu'un public adulte. Pour avoir pratiqué les deux, je trouve que préparer un atelier avec des enfants, bah, ça me demande souvent finalement plus de temps et de réflexion et d'attention aux détails que de prévoir une animation avec des adultes. Parce que les enfants, si on les intéresse pas, souvent ils vont pas s'embarrasser, ils vont vous le faire très vite sentir. Donc voilà, c'est assez exigeant finalement, je trouve. Et du coup, le titre de ce webinaire, donc qui s'intitulait Parler d'écologie aux enfants, ça m'a interpellée dans le sens où je me suis dit que finalement, pour leur parler d'écologie, bah souvent il faut pas trop leur parler justement. Je pense qu'il faut surtout les mettre en action, les mettre en activité, plutôt que d'avoir une approche voilà très plus théorique ou abstraite comme on pourrait avoir avec des adultes. Donc c'est un petit peu tout ce que, enfin ça va tout à fait dans le sens de ce que nous a présenté Charlotte avec pas mal de d'outils très pratique. Donc de mon côté, c'est un petit peu la même chose quand je prépare un atelier. Ce que je me demande, c'est comment le faire pour voilà, leur faire mettre la main à la pâte, enfin, ou plutôt les mains dans la terre, là, en l'occurrence, d'une manière qui soit intéressante et qu'ils en retirent quelque chose. Parce que moi, je pense profondément que bon, pour aimer quelque chose, il faut le connaître, hein. Et donc, il faut commencer par s'en approcher, l'observer, le toucher, le sentir. Enfin voilà, cette approche vraiment sensible dont a parlé Charlotte. Et alors, pour que ça fonctionne, eh ben, il faut prendre en compte pas mal de paramètres dans la préparation. Alors, je dirais il y a deux types de paramètres auxquels il faut penser. Il y a tout ce qui ne dépend pas de nous. Il faut faire avec, voilà, les circonstances qu'on a sur place. Et puis, il y a ce qui est plus de notre sort et qu'on peut plus adapter. Alors, dans les paramètres qui ne dépendent pas de nous, et ces circonstances avec lesquelles il faut faire avec, bon, bah, il y a les lieux dont on dispose avec des accès plus ou moins faciles. Ça, c'est un de nos défis aux Courmettes, hein. On est assez isolé au bout d'une route de montagne. Voilà, ça peut être parfois un peu décourageant et pas toujours facile pour les écoles qui doivent venir avec des gros cars. C'est un des freins qu'on a, nous, aux Courmettes, pour accueillir des enfants. Mais bon, ça, on ne peut pas y changer grand-chose. Alors, les espaces disponibles, donc autant on a la chance, voilà, Charlotte a dit, on a la chance d'avoir elle peut les emmener voir beaucoup de choses différentes. On a beaucoup de sentiers avec des espaces très, très variés, des biotopes très variés. Et là, bon, moi, pour le jardin, mais il faut que j'ai en tête, on a un petit jardin, donc c'est pas toujours facile pour accueillir un grand groupe d'enfants. Donc voilà, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on va faire les mettre en plus petits groupes, les séparer à différents endroits pour pas qu'ils se marchent sur les pieds. Enfin, est-ce que j'ai une structure couverte ou pas en cas de pluie. Enfin, tout ce genre de détails qui comptent beaucoup. Avec des enfants, il faut bien avoir en tête aussi l'inertie du groupe, donc les temps de déplacement d'une activité à l'autre, ça déborde vite, il faut bien l'anticiper. La météo, j'en ai parlé. Donc, nous, on est en montagne, enfin, moyenne montagne, mais ça change très vite. On a beaucoup de brouillard qui arrive d'un coup, des fois de la pluie qui arrive vite. Enfin, voilà, il faut avoir souvent des plans B, en fait, et pouvoir passer vite du plan prévu à peut-être quelque chose enfin, de différent.
Et puis, alors l'âge des enfants, parce que quand on dit parler d'écologie aux enfants, ben, finalement, ça n'a pas grand-chose à voir entre des tout petits ou des collégiens. Nous, on s'adresse essentiellement, je dirais jusque-là, à des enfants d'âge primaire, hein, en gros d'école primaire, mais ça nous est arrivé d'avoir des demandes. Pour des petites sections de maternelle, et c'est pas la même chose que pour des enfants de CM2, quoi. Il va pas falloir avoir la même approche. Donc voilà, il faut bien anticiper ça aussi. Et puis le nombre d'enfants, bah, là aussi, c'est avec nous, on accueille des écoles et c'est souvent délicat, euh, notamment moi dans le jardin où il n'y a pas beaucoup de place et puis on fait des petites choses des fois un petit peu minutieuses, il y a des petites plantes qui poussent partout, et on n'a pas toujours le choix quand les classes arrivent à 25, on essaie de les encourager à faire des plus petits groupes, mais bon, bah, ça, c'est pas toujours possible. Donc, il faut bien penser aussi à l'encadrement, c'est d'avoir de la main-d'œuvre avec des enfants et de l'aide, ça aide bien. Voilà, et puis alors quelque chose qui m'a des fois surpris aussi en accueillant des classes dans le jardin, c'est un peu leur connaissance préalable ou l'arrière-plan, là d'où ils viennent. Ça m'est arrivé bon, de prévoir des ateliers en cherchant des choses un petit peu originales, des plantations de légumes un peu inhabituelles, voilà, pour qu'ils découvrent un peu d'autres choses. Et puis en fait, je m'aperçois que ben, parfois ils arrivent et ils me demandent de quoi il s'agit en voyant les petites pommes sur un pommier, quoi. En fait, ça m'est vraiment arrivé, quoi, qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut des fois réadapter un petit peu les attentes. Ça peut être assez surprenant. Voilà. Donc, bon, toutes ces choses-là, on les gère pas, on n'a pas forcément la main dessus, mais c'est ce que je disais, il faut simplement l'idée d'être flexible et adaptable, beaucoup, avec les enfants. Bon, et par contre, alors, il y a des choses qui dépendent plus de nous, qui sont plus faciles à prévoir et sur lesquelles on peut plus agir en amont. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut surtout axer la préparation quand on a des ateliers avec des enfants. Alors, l'aménagement des espaces, ça aide beaucoup. Vous voyez peut-être là encore sur la photo qui est encore là où on voit la parcelle de jardin. Alors, moi, j'ai redessiné un petit peu le jardin quand j'ai commencé à m'en occuper. Donc, j'ai créé ces bacs un peu surélevés que vous voyez. On a refait les allées plus larges. Voilà, ce genre de choses très simples, mais qui facilite vraiment les choses pour que ça soit à la hauteur des enfants, pour que les espaces aussi soient bien délimités, qu'ils sachent ce qu'ils font, où ils peuvent aller et où il faut faire plus attention pour pas tout écraser. Voilà, ça, c'est l'aménagement des espaces, ça aide bien. Si tu partages la photo suivante, peut-être Charlotte aussi. Alors non, je pensais pas à celle-ci. Peut-être qu'elle est pas sur le diaporama, c'est pas grave. Juste pour dire que j'ai prévu aussi une sorte de grande de mini amphithéâtre avec des bottes de paille devant le jardin où on peut vraiment ça crée un petit lieu de rassemblement qui permet d'avoir voilà tous les enfants bien rassemblés et on peut leur présenter les choses facilement. Euh, voilà, alors donc ça c'est pour ce qui est de l'aménagement des espaces. Après, le matériel, ben, si on veut les mettre en action, il faut souvent pas mal de petits matériels. Bon, soit évidemment du petit matériel de jardinage en ce qui me concerne, mais alors ça, pour le coup, je crois que c'est dans une photo après, Charlotte, si tu veux peut-être avancer. Alors ça, c'était ben, voilà, ce dont je parlais, c'est le petit amphithéâtre là avec les bottes de paille. Bon, là, vous avez plutôt des adultes sur la photo parce que quand on a des enfants, j'ai pas toujours justement, c'est plus prenant que les adultes et j'ai pas toujours le réflexe et le temps de prendre beaucoup de photos. Donc en l'occurrence là, c'est surtout des adultes, mais c'est un peu le même principe. Voilà. Alors cet atelier-là, quand je parlais de matériel, curieusement, on dirait un atelier de peinture. C'est effectivement un atelier de peinture, mais c'est des peintures végétales faites avec des végétaux. En l'occurrence, là, c'est à base de choux rouges ou de feuilles de trognons de choux rouges. Et juste à partir de ce légume, on a pu créer pas mal de teintes différentes en ajoutant des réactifs, alors vinaigre, bicarbonate de soude, jus de citron, il y en a un qui m'échappe. Enfin voilà, on peut créer pas mal de teintes différentes. Et ça, c'est un atelier qu'on a fait l'année dernière qui a bien fonctionné, mais c'est typiquement le genre d'atelier qui demande
beaucoup de matériel en amont et d'avoir vraiment bien prévu son coût parce que le temps est limité. On a souvent une heure et demie. Et pour que chacun puisse vraiment en profiter et avoir tout ce qu'il faut c'est, et qu'il n'y ait pas de catastrophe et assez de matériel pour tout le monde, voilà, faut bien préparer son coût en amont. Un autre élément, je trouve, auquel il faut réfléchir avec des jeunes enfants, c'est aussi le tempo, enfin, je dirais le rythme pendant l'atelier. On dit souvent que les enfants ont un temps de concentration plus court que les adultes, enfin, encore que, je ne sais pas, mais bon, ça se vérifie assez souvent et surtout quand ils sont, d'autant plus quand ils sont très jeunes, ce qui fait que ça aide d'avoir des choses très différentes, d'avoir plusieurs activités différentes sur un atelier et de varier assez rapidement, quoi. Soit les varier, voilà, ça peut être aussi varier les lieux. Mais prévoir plusieurs choses différentes, pas s'appesantir trop longtemps sur la même chose avec des enfants, ça, ça aide. Par exemple, typiquement en décembre l'année dernière, on m'avait demandé un atelier avec une classe. Alors au mois de décembre, dans un jardin, il y a pas, on se dit, il n'y a pas forcément qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux d'intéressant. Finalement, on avait réfléchi à plusieurs choses. On leur avait fait planter des bulbes en pleine terre, dans des pots, et puis on avait préparé, cueilli, préparé et dégusté des tisanes en fait avec plein de plantes qui sont pérennes, qui restent chez nous au Courmet tout l'hiver, que ce soit du thym, du romarin, de la sauge. Voilà, on avait fait donc pas mal de choses variées, tout ça en assez peu de temps pour qu'ils puissent voir plusieurs choses. Voilà. Et puis toujours, ça va un petit peu avec, mais pensez toujours à faire des choses concrètes, un peu ludiques, si c'est possible. Je crois peut-être sur la photo suivante, Charlotte, si tu avances. Voilà, donc là, c'est un atelier cueillette et dégustation au mois de juin, mais vous voyez la petite fille avec son panier de pommes de terre. Ça, c'est quelque chose une activité très sympa que j'avais mis en place l'année dernière. On avait appelé ça les patates gazon, c'est-à-dire que les enfants, alors ça se fait en plusieurs temps forcément parce que quelque chose au jardin qu'il faut prendre en compte, c'est le temps long forcément entre le moment où on va semer, planter et le moment où on va récolter. Donc, c'est pas forcément les mêmes enfants, ça c'est un peu dommage. J'essaye de faire venir des fois la même classe à quelques mois d'intervalle pour qu'ils puissent voir l'évolution, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pas forcément les mêmes enfants qui auront planté et ceux qui auront récolté. Mais là, juste pour revenir sur cette activité qui est vraiment ludique et très chouette à faire facilement avec des enfants, peut-être dans votre jardin, les patates gazon. Donc, c'est simplement des pommes de terre qu'on a non pas vraiment plantées, mais posées directement sur le gazon, enfin en l'occurrence sur la prairie. Et puis, on les avait simplement recouvertes chacune d'un petit peu de terre, une grosse poignée de terre chacune, et ensuite couvertes de beaucoup de paille. Et on arrose une première fois, et puis après, on laisse faire. Et quelques 2, 3 mois plus tard, on récolte. Et là, il n'y a pas besoin de creuser avec des outils qui sont pas toujours faciles pour les petits, justement. Il suffit d'écarter en fait la paille et c'était vraiment comme les œufs de Pâques quoi. C'était vraiment magique parce qu'on écarte la paille et en fait on voit apparaître ces pommes de terre un petit peu partout cachées dans l'herbe. Et voilà, c'est ça. Un atelier qui est très chouette et où les enfants ne s'arrêtaient plus de chercher des pommes de terre partout. Voilà, c'est simplement une idée d'une activité ludique et simple à mettre en place au jardin. Voilà, alors pour conclure, je dirais que le but, évidemment, c'est qu'ils repartent de leur journée ici au Courmette avec quelque chose. Alors, pas forcément, je dirais, en termes de connaissances théoriques très précises. Le temps manque souvent un peu pour ça, ou comme je vous disais, ils sont des fois vraiment très jeunes. Mais l'idée, c'est dans la prolongation de ce que disait Charlotte, qui repartent avec du plaisir, un sentiment de joie et d'avoir découvert, observé, voire même participé à cette réalité incroyable en fait qu'est la création vivante tout autour de nous.
Et voilà, je parle du monde végétal et animal hein, auquel on prête des fois pas forcément attention au quotidien. Euh, mais souvent, ça fonctionne très bien avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils s'émerveillent, ils ont cette faculté, je crois, de s'émerveiller facilement devant des rencontres inattendues, alors que ça soit au jardin, par exemple, on a des cétoines dorées qui sont des scarabées verts dorés magnifiques dans une fleur d'artichaut. C'est juste magnifique, c'est quelque chose que voilà, on s'arrête pas forcément, qu'on voit pas forcément tout le temps, mais quand on prend le temps d'observer, les enfants s'émerveillent facilement. Et juste un exemple qui me revient en tête, je pense à un enfant pendant un camp d'été qui était venu, qui avait participé à un atelier dans le jardin et qui s'était exclamé Ouah, mais c'est le jardin d'Éden en fait ici. Et voilà, pour moi, ce genre de réflexion, c'est qu'il a vraiment pu ressentir cet émerveillement pour la création. Et je me dis que dans ces cas-là, c'est bien parti pour qu'ils aient envie plus tard d'en prendre soin. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on essaye de faire en accueillant des enfants au Courmettes. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai peut-être dépassé. Encore quelques photos. Bah voilà, c'est la récolte de ces fameuses patates gazon dans l'herbe. Voilà, on croirait pas, mais il y a plein de pommes de terre là-dedans cachées et on n'arrêtait plus les enfants. Ça, c'est une super activité. Et quelques-unes de ces petites bêtes toutes prises en photo dans le jardin, sur des pois, on voit sur des pois, des fleurs en fait de petits pois en bas à droite, ou les fameuses fleurs d'artichaut avec les cétoines dedans que vous avez en haut à gauche. Et puis on a un lucane, je pense, lucane cerf-volant, Charlotte saura peut-être me dire, en bas à gauche et puis un petit grillon, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup on essaye de favoriser beaucoup cette biodiversité dans le jardin.